Au cours du premier semestre 2024, la croissance économique est demeurée robuste, soutenue par les secteurs non extractifs et l'investissement. Après une accélération à 4,1% en 2024, la croissance du PIB a légèrement ralenti au premier semestre 2024, soit 3,9% en glissement annuel, soutenu par une croissance non extractive dynamique. La croissance de l'investissement s'est accélérée, stimulant les importations, tandis que la consommation privée et publique est restée robuste. C'est ainsi que le dernier rapport publié le 18 novembre par la Banque mondiale sur son site officiel décrit l'état de l'économie algérienne. Les enquêteurs de la Banque mondiale affirment que l'inflation a nettement ralenti en 2024 grâce à la stabilisation des prix des aliments frais, la modération des prix à l'importation et la stabilité du taux de change. Les réserves de change ont légèrement augmenté, atteignant environ 16,2 mois d'importation de biens et de services à la fin septembre 2024. Concernant les perspectives pour 2025, dont le scénario de base explique le rapport de la Banque mondiale, la croissance du PIB ralentirait à 3,1% en 2024, la croissance non extractive restant robuste, mais la production d'hydrocarbures se stabilisant. En conséquence, les exportations diminueraient et combinées à des importations soutenues d'équipements, la balance courante afficherait un déficit modéré. La baisse des recettes d'hydrocarbures et l'augmentation des dépenses entraîneraient une hausse du déficit budgétaire et la dette publique atteignerait 49,5% du PIB à la fin de l'année 2024. Alors, compte tenu de la part élevée des dépenses publiques rigides du poids des importations, les fluctuations imprévisibles des prix mondiaux des hydrocarbures dans un contexte de forte incertitude géopolitique et économique mondiale demeurent un risque important pour les perspectives macroéconomiques de l'Algérie. Les hydrocarbures représentaient encore plus de 90% des exportations de produits de l'Algérie en 2023, même si les exportations de produits hors hydrocarbures avaient triplé depuis 2017 pour atteindre 2% du PIB ou soit 5,1 milliards de dollars en 2023. Pour parler de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie, Farhat Aïtali Brahim. Farhat Aïtali, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Alors, selon le rapport de la Banque mondiale, je cite, la croissance multisectorielle du PIB algérien non extractif a notamment été soutenu par une production agricole résiliente. Mais le PIB extractif est resté stable au cours du premier semestre 2024, soit plus 1%, après une nouvelle réduction du quota de production de pétrole brut de l'Algérie en janvier et une baisse de la demande européenne de gaz. Alors, Farhat Aitali, pourriez-vous nous expliquer comment l'économie algérienne a réussi à enregistrer une croissance de 3,9% à cause notamment, et apparemment selon le rapport, juste à cause de la robustesse du secteur agricole. Bon, avant d'entamer la discussion sur l'économie algérienne de manière intrinsèque, je voudrais bien quand même donner mon point de vue sur les rapports de la Banque mondiale, du FMI, enfin, des organisations qui sont issues de Bretton Woods et surtout des paramètres et critères d'estimation qu'elles se font des économies mondiales, enfin des économies particulièrement des pays ayant vocation à émerger comme l'Algérie. Donc, c'est des paramètres qui ont été établis au courant des années 50, des années 60, qui mettent le cap directement sur des indices conjoncturels. Donc, c'est des indices qu'on peut présenter comme étant des tendances, des trends dans un sens ou dans un autre, mais qui, dans les faits, sont conjoncturels. Donc, on a assisté d'ailleurs les 25 dernières années
à des rapports tout aussi satisfaisants de la Banque d'Algérie et du FMI sur la période précédente, et qui n'étaient pas du tout de nature normalement à rassurer des économistes sérieux. Mhm. Donc, si on parle de PIB, moi personnellement, déjà, je suis assez sceptique Justement, sur le Farhat Aïtali, avant justement d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais bien, par rapport à ce que vous venez de dire, comment expliquez-vous que à- à- dans la première page du rapport, et j'ai vu que c'était général, hein, la Banque mondiale écrit que les idées qui sont mises dans ce rapport, l'analyse et les résultats et les conclusions n'engagent pas la responsabilité de la Banque mondiale, étant donné que ceux qui ont fait ce rapport sont des experts extérieurs à l'institution elle-même. Néanmoins, le rapport, il est publié au nom de la Banque mondiale. Comment vous... Voilà ce qui confirme plus ou moins ce que je disais. Donc, on vous donne un sens à suivre pour votre économie et sans vraiment l'assumer. Alors, c'est des experts qui sont externes à la Banque mondiale, donc ils ne l'engagent pas, mais il se trouve que ces fameux experts, non seulement on ne les a pas identifiés, mais en plus, ils n'engagent pas la Banque mondiale, mais ils ont été quand même commis pour faire ce travail par la Banque mondiale, qui Oui, elle-même et publie c'est les la, et c'est la rapports Banque en son mondiale nom. qui, voilà, qui publie le rapport, même sur son site Ça, officiel. eh ben, ça donne toute une image de ce que ces institutions font de l'économie mondiale depuis 1945. D'accord. Donc, à un moment donné, dans les années 60, nous étions pratiquement au rouge dans tous les rapports de ce genre d'institutions. De 62 pratiquement à 80, nous n'étions pas vraiment en odeur de sainteté, selon les critères, bien sûr, de la Banque mondiale et du FMI. Et pourtant, ça a été les années glorieuses de l'économie algérienne. Le gros Absolument. des actifs algériens que nous possédons aujourd'hui dans le domaine industriel, quoi qu'en disent les investisseurs, entre guillemets, qui ont fait intrusion depuis dans le champ économique algérien, mais le gros de nos actifs industriels sérieux, ayant vocation à industrialiser l'Algérie, date justement de cette période où on ne figurait pas en très bonne place dans les rapports de la Banque mondiale. Ce C'est très qui clair. ne remet pas en cause certains indices qui sont dans ce rapport, hein. On en discutera après pour le rapport point par D'accord. point. Mais je voulais donner un point de vue globalement sur ce que je pense de la Banque mondiale et de certains de ses appendices, qu'ils soient locaux ou internationaux. Mhm. C'est clair. D'accord. Alors, je vous laisse répondre à la première question. Donc maintenant, si nous parlons du croissance soutenue, je la prévoyais en 2020. C'était une période de récession. Donc, le corona ayant fait reculer pratiquement toutes les économies du monde, la nôtre pratiquement parmi les plus touchées, parce que nous étions touchés, doublement touchés par de la baisse des prix de notre source de revenus principale et par le ralentissement des échanges économiques mondiaux. Donc, nous étions touchés en amont et en aval. Il était évident qu'à la sortie de la crise épidémique, il y aurait une relance mondiale, et particulièrement chez nous, parce que les plus touchés en général sont ceux qui redémarrent le plus, surtout quand ils en ont les atouts. Ceci dit, pour ce qui est des industries enfin, extractives, des activités extractives et des industries en général, celles qui ont besoin de produits Mhm. manufacturés à transformer ou à exploiter localement. Pour ce qui est de l'agriculture, il n'y a pas eu tellement de recul durant cette période pour la simple raison que l'agriculture algérienne a une croissance à un rythme soutenu en matière de productivité depuis pratiquement bientôt 15 ans. Chaque année, ça évolue, il y a eu quand même des investissements. Quoi qu'on dise de la période précédente en matière de gestion et de ce qui s'est passé en matière de prévarication, il y a eu des investissements publics, enfin du moins ce qui en restait a été utilisé à bon escient pour libéraliser beaucoup de filières agricoles,
pour stimuler la productivité agricole chez les particuliers, que ce soit les petits producteurs ou ceux qui avaient des concessions terriennes assez conséquentes. Donc, le PIB agricole algérien a une croissance des plus soutenues depuis 15 ans, mais maintenant, bon, c'est arrivé quand même à un stade d'autosatisfaction, je ne dirais pas en produits Mais stratégiques. Farhat Aitali, est-ce que justement, parce que c'est le rapport lui-même hein, qui dit que en 2023, c'est 90% des exportations algériennes sont des produits pétroliers. C'est le rapport lui-même hein, que n'importe quel auditeur pourrait aller vérifier par lui-même. Mais il dit qu'il y a 3,9% de croissance robuste, soutenue. Comment, alors que 90% c'est le pétrole, comment on peut comprendre Bon, cette ceci croissance de dit, 3,9, oui, juste il a bien par la précisé. robustesse du secteur agricole. Non, la robustesse du secteur agricole ne veut pas dire que le secteur agricole représente la globalité ou pas la plus grosse proportion du PIB. Les industries extractives, même si elles représentent globalement 18% du PIB, mais elles en sont le moteur. Donc, sans les revenus, les revenus des hydrocarbures, c'est pratiquement l'amorce de la pompe qui ne s'enclenche pas. Mhm, Donc, à partir du moment où ces fameuses exportations, qui sont de 90%, 90% de nos exportations sont des hydrocarbures, et il est tout à fait normal que les revenus de ces 90% puissent justement booster la croissance d'autres secteurs tertiaires qui ne sont pas extractifs, mais qui relèvent des besoins en intrants payés justement par cette industrie extractive. Et effectivement, à partir de 2022, il y a eu encore un autre facteur de croissance pour les cours du pétrole, ce qui a fait croître les revenus du pays en matière d'exportation. Donc, automatiquement, tout ça, ça s'est répercuté sur toutes les filières, celles qui ont besoin d'intrants importés et celles qui n'en ont pas besoin. De toute façon, la dynamique du PIB, c'est une dynamique globale. mhm. Il n'y a pas un secteur qui démarre en plombant un autre. En général, dans un circuit où pratiquement les échanges tournent entre tous les segments, et il est tout à fait normal que les uns entraînent les autres. Maintenant, pour dire que l'économie algérienne relève à 90% des hydrocarbures en matière de recettes extérieures, ceci ne date pas d'hier, il y a eu des efforts, il y a eu des améliorations en matière d'intégration de produits non fossiles, non hydrocarbonés dans le mix commercial en matière de commerce extérieur, mais on ne passe pas quand même, on ne transite pas d'un état de dépendance à une rente vers un état de non-dépendance comme ça sans transition. Ce n'est pas pour demain que les exportations hors hydrocarbures vont prendre le dessus sur les exportations d'hydrocarbures. Sauf bien sûr si les hydrocarbures en elles-mêmes chutent à un point où le peu qui s'exporte sera plus ou moins proche des revenus des hydrocarbures, ce que je ne souhaite pas. Mais D'accord. tant que le pétrole et le gaz se vendent à des prix raisonnables, on restera à peu près dans la même proportion. Ce n'est pas typique à l'Algérie, pratiquement le gros des pays pétroliers. Si vous allez à l'Arabie Saoudite, qui a quand même une industrie assez développée, bon, pas trop d'activité agricole, mais ils sont toujours dépendants des cours. Dubaï, qui est pratiquement la ville miracle qui était censée être une sorte d'alternative aux revenus pétroliers, durant la crise de 2008, elle a été sauvée par le pétrole d'Abu Dhabi. Donc, D'accord. quand on D'accord, a c'est le clair. gros de ces revenus qui sont pétroliers, on le reste pour un certain temps, même si on D'accord. fait des efforts pour en sortir. D'accord. Alors, les enquêteurs de la Banque mondiale affirment que l'inflation a nettement ralenti en 2024 grâce justement à la stabilisation des prix des aliments frais, la modération des prix à l'importation et la stabilité du taux de change. Et après avoir atteint 9,3% en 2022 et 2023, l'inflation est tombée à 4,3% en glissement annuel sur les 9 premiers mois de 2024, à la suite de la stabilisation des prix agricole frais à partir du deuxième semestre de l'année 2023 après une forte hausse.
Et puis, la baisse de l'inflation a également été soutenue par la production agricole résiliente, la levée des restrictions à l'importation de viande ainsi qu'un taux de change stable après que la Banque d'Algérie a interrompu 14 années de dépréciation à la mi-2022. Alors, est-ce que, C'est d'abord, quand même curieux, là. oui, voilà. Alors, Je viens êtes-vous d'entendre d'accord quelque chose de avec cette curieux. analyse? Je vous pose la question d'une façon générale. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et puis, est-ce que, moi, je me mets à la place du consommateur algérien, est-ce que le consommateur algérien sent réellement une baisse des prix, au moins des produits de large consommation? Bon, le rapport ne parle pas d'une baisse des prix, il parle d'une inflation jugulée. En matière d'inflation, il y a eu un recul de l'inflation à 4%, mais il y a toujours de l'inflation, comme dans toutes les économies. Le citoyen algérien a ressenti en 2022 et 2023 des hausses, parce que c'est pratiquement la dévaluation du dinar qui s'est répercutée immédiatement entre 2022 et 2023 sur le prix des intrants, le prix des produits importés, parce que si on parle de production locale, beaucoup de cette production dépend aussi des produits importés, ne serait-ce qu'en matière alimentaire, pour les semences, pour certains additifs, pour l'aliment de bétail. Mais bon, en 2024, ça ne pouvait pas aller plus loin. Donc, la production étant plus ou moins stable, peut-être même en augmentation, mais les prix ne pouvaient pas aller plus loin que ça, parce que l'inflation aussi n'est pas seulement due à l'augmentation des prix ou des intrants, elle est aussi due à la capacité de la société à affronter ça en matière de capacité monétaire, hein, c'est la masse monétaire. Donc, s'il y a trop d'argent dans les poches, forcément, il y a de l'inflation. Mais comme cela a été plus ou moins contrôlé et jugulé, le gros des dépenses ayant été orienté vers d'autres activités que la nourriture, donc l'inflation a chuté. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a totalement disparu. Maintenant, j'ai écouté dans le rapport quelque chose qui me paraît bizarre en parlant de croissance qui est due à la levée des restrictions sur l'importation de viande. Si j'ai bien cru entendre. Oui, oui, c'est ça. Et donc, quand on lève des restrictions sur les importations de viande, normalement, on crée de la croissance ailleurs. Pas dans le pays importateur. Bah, forcément, bah, à part, si on doit créer de la croissance physique chez ceux qui consomment la viande, je ne vois pas comment on peut créer de la croissance. Maintenant, à considérer que tout produit consommé ici, donc commercialisé ici avec des marges commerciales, participe au PIB, ce qui n'est pas faux, parce que quand on parle de PIB, en éliminant les intrants, toutes les marges locales sont des valeurs ajoutées. Donc, si j'ai bien compris, la logique de ces experts de la Banque mondiale est que pour créer une activité économique, même de négoce, même de commerce, quitte à importer et à s'endetter plus tard si c'est nécessaire, on crée de la croissance du PIB. On s'en fiche réellement de savoir d'où viennent les valeurs ajoutées et quelle est la finalité justement de l'opération. Est-ce qu'elle est là pour garantir un confort immédiat ou est-ce qu'elle est là pour garantir une prospérité future? Ce n'est pas le problème de ces experts. Leur problème, c'est de créer le maximum de plus-value, dénommées faussement valeurs ajoutées, qui ne sont pas de Et productivité. ça aussi, il a un rapport avec la définition elle-même du PIB comme outil d'analyse et d'évaluation d'une économie. C'est-à-dire que c'est pour ça que beaucoup d'économistes maintenant préfèrent le PIB en parité de pouvoir d'achat qui est plus réel, plus proche de la réalité que le PIB classique. Moi, personnellement, cette addition de supposée valeur ajoutée qu'on peut créer même à partir de rien, même avec des bulles spéculatives, pour moi, n'est pas un produit intérieur brut. Mhm. Un produit intérieur brut, il est censé théoriquement être pratiquement l'addition de toutes les valeurs ajoutées.
Les valeurs ajoutées, quand je dis valeurs ajoutées, c'est la production. C'est la genèse de ces valeurs ajoutées en produits et en services, et non pas la tarification de ces valeurs ajoutées ou les marges qui sont pratiquement prises en charge en taxes et bien sûr en marge commerciale par les particuliers. Si on doit additionner tout ça, il y a beaucoup de pays qui ont un PIB qui est quasiment factice. Moi, n'oubliez pas que j'étais ministre de l'Industrie. Oui, Donc, oui, en oui. tant que ministre de l'Industrie, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir des indices ou de voir une inflation monétaire camouflée en PIB, mais c'est de voir les possibilités d'émerger en tant qu'industrie plus ou moins autonome ou plus ou moins complémentaire avec son environnement à moyen ou long terme. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des indices favorables dans la semaine ou l'année qui suit. C'est pour ça que je vous D'accord. disais que j'ai toujours été sceptique sur les paramètres d'estimation des économies et sur les indices du FMI et de la Banque mondiale. D'accord. Alors, le même rapport, Farhat Aitali, explique que la politique monétaire est restée accommodante. Donc, et ça, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, ils disent que le taux d'intérêt directeur demeurant inchangé depuis mai 2020 et la croissance de la masse monétaire et du crédit aux services privés s'est accélérée durant les 9 premiers mois de l'année 2024. Mais cependant, il indique, le même rapport, donc, que la baisse des exportations d'hydrocarbures, combinée à l'augmentation des importations et des dépenses publiques a ramené la balance courante à l'équilibre et a augmenté le déficit budgétaire. Donc, la chose est son contraire en même temps. Si j'ai l'impression, je pars sur Non, votre contrôle. non, la balance, non, Alors, mais il faut pas faire de confusion entre la balance courante et le déficit des oui, 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 finances oui, oui, publiques. oui. Alors, en effet, donc, après que l'excédent du compte courant se soit nettement réduit pour atteindre les 2,3% du PIB en 2023, il s'est établi à l'équilibre au premier semestre 2024, les prix et les volumes des exportations ayant baissé, et il rajoute que, tandis que les volumes des importations restaient élevés, stimulés par l'investissement. Bon, moi, ma question, elle est simple. Quelles sont les raisons de cette corrélation, justement, de l'économie algérienne au mouvement du marché des hydrocarbures? Et parce qu'apparemment, voilà, le problème, on est toujours dans le même schéma. Et pourquoi encore cette dépendance malgré le bond des exportations hors pétrole et gaz? Premièrement, là, cette corrélation, elle est claire. Quand vous avez 90% de vos revenus, de vos recettes d'exportation qui proviennent plus ou moins des hydrocarbures, et quand je dis 90%, si on estime globalement plus ou moins les exportations hors hydrocarbures à 7 milliards de dollars pour l'exercice en cours, c'était un petit peu l'estimation au 31 décembre. On doit être à 5, quelque chose maintenant, sur une quarantaine de milliards de dollars. Donc, on tourne à peu près à 10-11% d'exportation hors hydrocarbures. Par contre, les 90% qui restent, quand le baril baisse de 2 dollars sur 550 000 barils jour, eh ben, ça vous fait quand même 1 million de dollars jour. Donc, pratiquement, chaque fois que le pétrole baisse, les revenus du commerce extérieur baissent automatiquement. Ils sont difficiles à remplacer par les exportations hors hydrocarbures, surtout que dans ces exportations, il faudrait compter des intrants importés pour certains, il y a des intrants importés. Pour certains autres, il y a aussi des hydrocarbures. Puis si vous parlez d'engrais, de nafta, si vous parlez même de certains produits qui sont transformés grâce à des masses d'énergie assez lourdes consommées pour les produire, il y a une partie des hydrocarbures. Donc, sortir du paradigme des hydrocarbures n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, en 2022, je le dis clairement que la guerre en Ukraine a été une catastrophe planétaire, mais bon, une aubaine pour certains. Donc, nous, et c'est une aubaine que je ne suis pas du tout content qu'il y ait la guerre, mais bon, je suis content quand même qu'on soit passé d'exercices commerciaux dans lesquels la balance courante était déficitaire, presque pratiquement un déficit chronique, malgré qu'on ait baissé les importations, parce que les importations, elles étaient débridées pendant les 10 dernières années du Ran et Bouteflika.
On était arrivé pratiquement à certains exercices à 70 milliards de dollars d'importation, Mhm. justement sous la fièvre de l'augmentation exponentielle du baril avant 2013, avant de redescendre quand même à 50. Donc elles se sont stabilisées entre 50 et 45 pendant 10 ans, alors qu'on n'en avait pas les moyens. Et les réserves de change accumulées pendant la période de 2005 à 2013 ont commencé à être consommées et consumées. Entre 2013, où les réserves étaient à peu près à 196 milliards de dollars, ils sont arrivés en 2019, 6 ans plus tard, à nous laisser en partant 42 milliards de dollars en caisse. Encore un exercice avec cette logique, et on était parti pour des réserves pratiquement qui allaient fondre. Donc en 2020, il a été décidé, à défaut d'améliorer les recettes qui elles-mêmes avaient chuté à cause du corona, on s'est retrouvé avec des barils à 22 dollars et de recettes qui étaient ypsilon par rapport à nos recettes habituées à peu près 23 ou 24 milliards de dollars en tout. Donc il fallait réduire au maximum les importations, non pas pour atteindre l'équilibre, mais pour sauver ce qui pouvait l'être. À partir de 2022, il y a eu une hausse des volumes, pas des volumes, des cours des hydrocarbures, donc du volume des rentrées à l'export. Cette hausse-là, quand elle a été corrélée à des restrictions sur les importations, dont beaucoup dans le passé étaient des importations inutiles et certaines aussi étaient surfacturées. Parce que les 5 dernières années, il faut reconnaître que la surfacturation, les infractions de change ont drastiquement diminué. C'est ce qui a permis d'économiser aussi quelques milliards de dollars qui partaient chaque année en fumée avec des projets douteux ou bien avec des importations surévaluées. Donc, Ah. les efforts des pouvoirs publics pour justement juguler ce phénomène qui est un phénomène de criminalité transnationale a permis quand même de réduire la facture des importations. Maintenant, il faut bien que le pays vive. Donc, si on doit tourner entre 35 et 40 milliards de dollars d'importation de biens et services, nous devons avoir 35 à 40 milliards de dollars de recettes annuelles, ce qui n'est plus le cas. En 2022, il y a eu plus de recettes, je crois qu'on a eu quand même pour 13 milliards de dollars d'injections directes dans les réserves de change, parce que les 6 mois où le pétrole et le gaz ont connu pratiquement une hausse exponentielle ont permis de renflouer les caisses en maintenant Alors, bien sûr un là, volume. pour juste que les auditeurs, justement, aient une idée de l'ordre de grandeur, quand le rapport mentionne 16,2 mois d'importation en réserve de change, quel est le montant à peu près de cette mesure? C'est-à-dire Ben, les combien de milliards à peu près? Bah, si, ce rapport-là qui parle de 16,2 mois, si nous estimons nos importations en biens et services, bien sûr, si nous estimons aux environs de 42 à 45 milliards de dollars actuellement, parce qu'on n'en est plus à 35, elles ont augmenté, il faudrait diviser il faudrait multiplier justement plutôt diviser ça par 12 et multiplier par 16. Donc, on se retrouve à peu près avec 3 milliards de dollars multipliés par 16. Et ça, je crois que c'est un calcul qui me paraît assez aléatoire parce que les réserves de change telles que déclarées par le ministre des Finances au Parlement, selon les prévisions à la fin de l'année, seraient de l'ordre de 72 milliards de dollars. D'accord. 72 milliards de dollars à diviser par 16. Donc, on divise par 16, je n'ai pas de calculatrice sur place, mais ça doit Oui, il n'y a tourner pas de à peu problème. près C'est bon. à 72 5 milliards de milliards. dollars. Mhm. Alors, pour finir avec le rapport de la Banque mondiale concernant l'économie algérienne, il y a une autre chose, donc une autre idée qu'il avance, ou qui décrit un peu la conjoncture. Donc, le rapport parle de la baisse des recettes d'hydrocarbures. Donc, outre la baisse des recettes d'hydrocarbures, l'augmentation, il parle, il dit, il affirme que l'augmentation des dépenses courantes et d'investissement, y compris la dernière des trois vagues d'augmentation
des salaires dans le secteur public a contribué à une expansion du déficit budgétaire. Donc, après celui qui est atteint 5,2 du PIB en 2023. Et puis, ce déficit a été principalement, c'est ça le plus important, donc financé par l'épargne pétrolière, la dette publique, n'augmentant que modérément, dit le rapport. Et puis la croissance devrait ralentir modérément avant de rebondir, tandis que les déficits extérieurs et budgétaires se creuseraient. Et la croissance devrait ralentir modérément aussi en 2024 en raison de la stabilité de la production d'hydrocarbures, tandis que les besoins de financement budgétaire et extérieur augmenteraient. Alors, je crois que c'était un propos qui mérite un peu nuance et je vous demande justement de nous expliquer tout ça. Mais je vous pose aussi ma question. Quel est votre avis donc sur cette question de financer les déficits publics pour faire face aux dépenses de fonctionnement, des dépenses courantes par l'épargne pétrolière et la dette et non pas par la richesse créée par l'économie nationale? Franchement, pour justement donner un petit point de vue sur ce genre de rapport, je me rappelle une anecdote du feu Hussein et Ahmed qui disait que certains discours paraissent savants parce qu'ils sont incompréhensibles. Exactement. Donc, à utiliser un jargon pseudo-technique qui égare un petit peu le lecteur dans des concepts qu'il ne maîtrise pas, on se perd et on perd un petit peu son lecteur. Il aurait fallu quand même suivre une méthodologie où parler des déficits budgétaires à part, de la croissance économique réelle à part, et parler aussi des recettes et des dépenses du pays qui ne sont pas celles de l'État à part. Quand on éclaircit tous les concepts, les gens comprennent avant tout que les recettes en devises ou en plus-value interne d'un pays sont une chose, les recettes de l'État qui sont constituées de fiscalité, de legs, de dons, euh, d'émissions monétaires aussi, d'emprunts, de dettes internes et externes, sont une autre paire de manches. Là, à partir du moment où on fait la dissociation entre les deux, on peut comprendre. Maintenant, je vais essayer de faire ça. Il y a eu baisse des revenus des hydrocarbures parce qu'il y a eu baisse des cours des hydrocarbures à partir de la fin 2023, après avoir plus ou moins atténué le choc de la crise, de l'absence totale de la Russie pendant 2 ou 3 mois sur le marché pétrolier suite à des perturbations dues aux sanctions occidentales, il y a eu une reprise justement de ces importations et plus ou moins une stabilisation progressive du marché qui n'a pas permis une envolée des prix, mais qui a même fait regresser le cours de certains hydrocarbures sur le marché international. Nous sommes tenus par un quota avec OPEP+, un quota de production et non pas d'exportation journalière, parce que la production totale de l'Algérie n'est pas exportée. Une bonne moitié est consommée localement. Une partie est justement exportée en produits raffinés, en nafta, en d'autres produits raffinés, en excédent de carburant, par exemple, comme l'essence. Donc, à partir de là, il est tout à fait naturel que quand on est soumis à un quota et qu'on vend la même quantité de pétrole et que le baril descende, les recettes globales du pays en matière d'exportation de pétrole, par exemple, baissent. En matière de gaz, nous ne sommes pas soumis à un quota, mais bon, la production locale étant connue, la consommation locale ayant une progression à peu près de 3 à 5 par année, donc automatiquement, la production destinée à l'exportation regresse chaque année, à Ah, moins d'augmenter la production, bien qu'il y a eu augmentation de production, mais pratiquement elle a suppléé à la hausse de consommation locale. Ceci est tout à fait normal. On ne peut pas dire que ce soit une réussite ou un échec économique que d'avoir des recettes supérieures ou inférieures en fonction du cours d'un produit boursier dont oui. personne ne maîtrise les cours à l'international. Ce n'est pas un produit typique à l'Algérie, c'est un produit qui s'échange à Mais je l'international. crois que Donc, le point le plus important, justement, c'est comment la conjonction de cet aspect-là, de la hausse ou la baisse des recettes par rapport à un produit exporté,
Alors que le problème, c'est que la conjonction avec l'augmentation des déficits. euh, Ben, non, l'augmentation des déficits ne doit rien à ce problème-là. oui, oui, Il oui. y a des recettes. Il y a des recettes fiscales de l'État. Maintenant, les recettes fiscales de l'État sont constituées de recettes de fiscalité ordinaire locale. Et la fiscalité ordinaire locale, c'est la fiscalité interne, la fiscalité douanière, la TVA qui est partagée entre la TVA sur les importations et la TVA sur les valeurs ajoutées locales. Donc, les recettes, plus ou moins, évoluent de 2 à 3% par année à la hausse, les recettes fiscales du pays. Maintenant, il y a d'autres recettes qui peuvent être exceptionnelles, comme les dividendes de la Banque d'Algérie, les dividendes de la Sonatrach, parce que l'État détient des actions dans un portefeuille d'entreprise, et ce portefeuille d'entreprise dont il est détenteur, quand elle réalise des bénéfices, elle reverse une partie de ces bénéfices au Trésor, pour ainsi dire la plus grosse partie. Donc, vous avez la Sonatrach, vous avez certains groupes industriels qui sont bénéficiaires, les banques, certaines compagnies aussi de transport, donc les assurances. Mhm, Globalement, on peut estimer à peu près toutes ces recettes-là additionnées à 1000 milliards de dinars, ce qui, au cours actuel, pourrait avoisiner à peu près les 7 milliards de dollars. Mais nous avons d'autres recettes, c'est la fiscalité pétrolière intrinsèque. mhm, Celle-ci représente globalement 50 à 55% des recettes pétrolières globales du pays. Donc, les compagnies pétrolières, sont la traque ou autres, cèdent à l'État entre l'amont et l'aval 55% de leur revenu. Donc, si vous avez à peu près 40 milliards de dollars, par exemple, d'exportation de pétrole, il faudrait estimer à peu près à 20, 25, 20, 24 milliards de dollars qui vont dans les caisses de l'État. Si mhm, vous additionnez toutes ces recettes prévisionnelles, par exemple pour la loi de finances 2025, ou bien les recettes déjà enregistrées pour 2024, vous vous retrouvez à peu près avec un montant global de 8 000 milliards de dinars. mhm, Mais ces 8 000 milliards de dinars, maintenant, il y a deux scénarios où vous calculez vos dépenses en fonction de vos recettes. Donc, c'est à vous de ramener les dépenses à ces 8 000 milliards de dinars pour éviter le déficit. Ou bien vous avez des dépenses incompressibles, obligatoires, ou bien décidées d'une manière ou d'une autre, et là, vous les financez sur déficit public. Ce mhm, déficit public-là, et il provient bien de quelque part. Quand il y a déficit, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources. mhm. Aux États-Unis d'Amérique, c'est une spécialité locale. Absolument. Le gros Mille des quatre cents économies milliards de... chaque année. Voilà. Donc, eux, ils vont directement à la réserve fédérale ou bien ils vendent des trucs, des bons du trésor américain et où ils se financent au prix du secteur primaire aussi, des banques primaires. Ça dépend du taux d'intérêt aussi. Hein, parce que quand ils baissent le taux d'intérêt, les gens ne placent pas beaucoup d'argent chez eux. Donc, ici, nous avons fait à peu près la même chose, mais avec la Banque d'Algérie, qui est aussi une banque émettrice. Les gens ont tendance à penser que la Banque d'Algérie, c'est une sorte de gendarme des banques. Eh bien non, c'est une banque aussi. C'est une banque comme une autre. Elle fait de l'émission monétaire et elle prête. Elle prête tout aussi bien aux banques qu'au Trésor. Donc le Trésor, il se finance sur dette publique interne, pas Mhm, sur dette publique externe, parce que nos finances extérieures, la balance de paiement extérieur n'est pas en danger. Il y a des réserves de change. Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous avons pour 16 mois d'importation. Nous ne risquons pas de nous retrouver dans l'obligation d'emprunter à l'extérieur. Mais mhm, maintenant, l'emprunt intérieur, s'il est contracté auprès de la société, auprès des épargnants dans la société, les entreprises, les ménages, là, il donne droit à des petits gains, il y a des intérêts sur les bons du Trésor, et il endette l'État envers la société. Mais s'il est emprunté auprès de banques, quelles que soient ces banques, y compris si c'est la Banque d'Algérie, là, on endette l'État et la société envers une banque. mhm, Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui où l'État est endetté envers la Banque d'Algérie. Donc, la Banque d'Algérie, elle a dans ses actifs le cumul de tous les déficits de la période précédente
à 2020, plus les déficits cumulés de la période de 2020 à 2024. Maintenant, ces Mhm, fameux déficits, évidemment, chaque année, dans le budget de l'État, la case fonctionnement, il y a aussi une case qui est destinée au financement de ce déficit, parce que la Banque d'Algérie se fait rembourser. mhm. Si vous empruntez, par exemple, sur 30 ans, vous augmentez chaque année votre endettement envers la Banque d'Algérie, mais chaque année aussi, vous le diminuez Oui, ça, d'un ça, c'est trentième clair. de C'est l'existant. clair. Mais Voilà. maintenant, comment, c'est ce que moi je ne comprends pas, comment, par exemple, dites-nous d'abord quel est le déficit qui a été prévu dans la loi de finances 2025. Et par rapport à ce déficit-là, quand on prend une très grande marge de déficit budgétaire et qu'on voit qu'il n'y a pas de progression dans la production nationale, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite que tout l'argent va justement aux dépenses courantes, aux dépenses de fonctionnement, et que ce n'est pas un argent qui est productif. Qu'est-ce que vous en Donc, pensez? de toute façon en regardant un petit peu la loi de finances, on trouve que le gros des dépenses, c'est des dépenses de fonctionnement. Mais bon, dans le chapitre fonctionnement, on peut aussi intégrer le soutien à différentes catégories sociales. Ça va des soutiens salariaux jusqu'au soutien à certains produits de consommation, le soutien au logement. Bon, la politique de soutien à la société, depuis, je dirais, les années 70, a toujours représenté le gros fardeau des budgets de l'État. Même certains salaires, ça relève beaucoup plus du soutien à la société que du salaire productif. Dans ce cas précis, nous ne pouvons pas aussi, l'État ne peut pas se permettre, comme l'a dit le président la dernière fois, et il avait dit qu'une société qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas bien logée, qui n'est pas bien nourrie, qui n'est pas bien soignée, ne peut pas faire grand-chose en termes de productivité. Absolument, oui. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Oui, Maintenant, c'est des choix. Ou promouvoir la société pour la rendre productive, ou pousser la société à être productive pour entrer dans le confort. Ça, c'est là, justement, c'est la différence de choix dans les années 70 entre les États socialistes et les États libéraux. Nous sommes arrivés maintenant à une forme de synthèse qui ne colle pas entre le libéralisme et le caractère, je ne dirais pas social, mais socialiste de l'État. Puisque moi, je ne suis pas contre le caractère social de l'État, mais à partir du moment où le gros des ressources va à ce caractère social, sans qu'il y ait un plan précis justement pour créer des valeurs ajoutées, on va créer des valeurs ajoutées commerciales, pas, pas industrielles et pas de productivité. Si la société, par exemple, absorbe l'équivalent de 30 milliards de dollars répartis en aides diverses pour améliorer son quotidien, elle ne pourra pas regrouper les 30 milliards de dollars autrement que par des achats effectués justement chez des partis qui ne font pas de la production locale. Parce que les 30 milliards de dollars ont été soustraits à la sphère économique réelle, productive, pour être réinjectés une deuxième fois vers une sphère économique de consommation qui, elle, justement, repose ou bien sur les importations, et dans ce cas précis, on finance plus l'importation que la production, ou bien sur la restriction des importations, et en l'absence de production locale assez conséquente, on finance les marges commerciales qui deviennent exorbitantes c'est-à-dire chez les l'inflation, tout commerçants. simplement. Eh ben, C'est-à-dire voilà, l'inflation. justement. Eh ben, si vous donnez de l'argent aux gens et qu'en face, il n'y a pas assez de productivité et qu'en même temps, il n'y a pas assez de produits importés, eh ben, les mêmes produits seront vendus en moindre quantité à un meilleur prix, mais pour absorber le gros de cette masse. Ouais, ouais. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on passe aux questions un peu géopolitiques et géoéconomiques et qui concernent un peu l'Afrique du Nord. Alors, euh, il y a un rapport donc de la Banque mondiale justement qui prévoit une croissance modeste du produit intérieur brut de la région euh, du Moyen-Orient
et Afrique du Nord, avec une augmentation en termes réels prévue de 2,2% en 2024, contre 1,8% en 2023. Et puis, cette légère hausse est principalement due au pays du Conseil de coopération du Golfe, où la croissance devrait passer donc de 0,5% en 2023 à 1,9% en 2024. En revanche, dans le reste de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, un ralentissement est attendu. C'est ce que dit le rapport de la Banque mondiale. Et la croissance des pays importateurs de pétrole devrait passer de 3,2% en 2023 à 2,1% en 2024. Tandis que celle des pays exportateurs de pétrole hors le Conseil de coopération du Golfe devrait reculer de 3,2% à 2,7%. Donc, je vous demande votre avis sur cette analyse. Et puis, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Donc, et puis, cette région pourrait-elle échapper à la situation géopolitique et géoéconomique actuelle avec des économies non industrialisées? C'est-à-dire parce que là, ce que moi, que je comprends que le rapport explique d'une manière mécanique les choses, c'est comme si ces pays-là ou cette région-là étaient sur une autre planète où il n'y a pas d'autres facteurs qui sortent justement euh, de la capacité de ces pays-là, c'est les facteurs géopolitiques et qui justement affectent la croissance. Franchement, moi, j'ai commencé ma carrière dans les enquêtes économiques et surtout l'analyse financière. Et quand je vois des rapports et des ratios qui sont comme ça disséminés un peu partout. Je demande toujours les données de base et j'aimerais bien avoir les formules de calcul qui sont suivies pour arriver à cette logique. Parce que si nous partons du principe qu'au début du rapport, l'Algérie était censée avoir une croissance soutenue, même si elle est d'un léger recul, d'après eux, ça Voilà. sera un petit peu en recul en 2024, mais alors qu'elle se retrouve maintenant Dans une région où il va y au avoir titre une de la région décroissance. MENA. Ouais. Au titre de la région MENA. Alors, c'est quand même curieux que les exportateurs d'hydrocarbures et les importateurs d'hydrocarbures dans la même région subissent un recul de la croissance, alors qu'en général, c'est corrélé. Quand les uns plongent, les autres montent un peu. Ouais. L'Égypte, par exemple, le Maroc, la Tunisie, enfin ceux qui ont besoin d'affronter une facture assez lourde en hydrocarbures, leur croissance pâtit en général de la hausse des revenus de ceux qui exportent des hydrocarbures. Mais là, on se retrouve dans le même, je dirais pas le même rapport, on se retrouve dans le même paragraphe que vous venez de me lire, à voir reculer en même temps les acheteurs et les vendeurs pour le même Ouais. produit. Qui a utilisé d'ailleurs comme une sorte de moteur de croissance, parce que c'est eux qui ont cité les hydrocarbures, que ce soit pour le Conseil de coopération du Golfe, que ce soit pour le reste de la région MENA, ils ont utilisé les hydrocarbures comme repère pour essayer d'estimer les prévisions de croissance, mais en même temps, ce fameux repère, il nuit aussi bien à ceux qui vivent de l'exportation des hydrocarbures qu'à ceux qui en ont besoin au titre des importations. Et ça, pour moi, dans cette logique-là, ça ne tient pas la route. Je crois que c'est pour ça qu'en préambule, ils ont dit que ça n'engageait pas la Banque mondiale. D'accord. Au fond, moi, personnellement, je ne m'engagerai pas sur ce genre de rapport. Globalement, le Conseil de coopération du Golfe n'est pas dans les mêmes conditions que le reste de la région MENA. Et là, Ouais. cette région-là, je dirais par exemple l'Afrique du Nord, hein, de l'Égypte jusqu'au Maroc, n'est pas dans le même paradigme, n'est dans les mêmes conditions entre pays, bien sûr. D'accord. L'Égypte est un pays assez industrialisé par rapport aux autres. Bien. Alors, Il a quand même des valeurs ajoutées. Farhat Oui. Aitali, maintenant, en août 2023, suite au sommet Russie-Afrique qui s'était tenu à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine avait dévoilé que la Russie préparait des accords de libre-échange avec des pays africains, parmi lesquels se trouvent le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie, en soulignant en même temps que pour Moscou, l'importance pour Moscou d'accorder une attention particulière à d'autres régions
d'Afrique et d'étendre la coopération. Et on a l'Algérie aussi qui lance ce genre de projet aussi avec la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Alors, dans cette situation-là, où nous avons dans cette région-là essentiellement, euh, même s'il y a des pays industrialisés comme l'Égypte, mais on ne peut pas parler d'une industrie énorme par rapport Non, c'est pas énorme. C'est à peu près l'Algérie est un peu plus voilà. avancée. Alors, justement, que pensez-vous de ce genre de stratégie? Et puis, cette initiative de l'Algérie s'accorde-t-elle avec la proposition russe de créer ces zones de libre-échange avec les pays africains sur fond d'une coopération sino-africaine de plus en plus forte? Et comment ces pays-là pourraient profiter justement de ça pour se lancer dans des politiques de développement industriel, hein, et de production? Pour moi, il y a deux formes d'accords de libre-échange. Il y a des accords de libre-échange entre des puissances égales qui veulent pratiquement lever des barrières douanières pour essayer de s'échanger des produits. Il y a des accords de libre-échange entre des pays plus ou moins liés, je dirais, alliés politiquement, industriellement, économiquement, et ayant des prévisions communes sur les 10 ou 20 prochaines années pour essayer justement d'avancer ensemble, comme c'est le cas justement de ce que propose la Russie. La Russie ne propose pas aux Africains d'essayer de lui prendre ses produits. Mhm. D'ailleurs, la Russie le rachète aussi des produits, mais bon, en fonction de ce qu'ils peuvent offrir. La Russie essaie de faire un tissu d'alliances économiques en Afrique, un peu partout dans le monde, histoire d'avoir justement un bloc, je ne dirais pas comme le bloc soviétique, mais un bloc économique avec lequel coopérer. Là, c'est intéressant, ça paraît intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la Chine étant détentrice de capitaux excédentaires, il était tout à fait normal qu'elle se présente en Afrique en tant que sauveur, mais c'est un sauveur potentiel face à des économies qui étaient sinistrées dans leurs précédentes relations avec les Occidentaux, où le gagnant-gagnant n'existait pas. Mais maintenant, la Chine propose des fonds à investir dans des projets d'investissement en infrastructure de base utile, en investissement économique. Il reste aux États africains, justement, à savoir quoi en faire et elle va faire des propositions sérieuses et pour des discussions sérieuses pour une coopération réelle à moyen long terme et non pas considérer la manne chinoise comme étant le remplaçant immédiat et providentiel de ce qui manque après avoir constaté le désastre avec les Occidentaux. Oui, oui. Moi, je ne prends pas de la coopération avec la Chine et avec la Russie sur le même pied d'égalité. Je crois que ce n'est pas la même vision des choses. Avec la Russie, il y a beaucoup plus de possibilités pour l'industrialisation. Mhm. Avec la Chine, il y a aussi beaucoup plus de possibilités financières immédiates. Donc, c'est des choix à faire. Mais on peut travailler avec les deux, l'un sur un volet et l'autre sur un deuxième volet. L'un parce qu'il a de l'argent chaud pour financer des opérations, même triangulaires, dans lesquelles serait impliquée la Russie, et l'autre parce qu'il a un plan à long terme qui n'est pas mercantile, qui n'est pas seulement commercial. C'est un plan stratégique. Et là, je parle de la Russie. Les pays africains, moi je parle pour l'Algérie, et il s'agit pour mon pays de discuter tout ça au titre de ses intérêts, avec Justement, des pays qui étaient quand même des amis traditionnels. mhm. Justement dans le contexte justement de l'invitation par la Russie, de l'Algérie, de 13 pays on- pour rejoindre les BRICS comme pays partenaires des BRICS. Comment voyez-vous le rôle, quel rôle l'Algérie est-elle appelée à jouer justement sur le plan régional, continental et international dans cette dynamique d'édification d'une architecture multipolaire dans la gestion des affaires du monde, basée sur le développement mutuel? Moi, je vais dire quelque chose qui n'engage que moi. Oui, On était candidat à l'adhésion au BRICS, pas au statut de pays partenaire. Mais oui. maintenant, nous sommes pays partenaires de la plupart des membres du BRICS. Mhm.
Pratiquement, si on prend les BRICS, il n'y a pas tellement de pays avec lesquels nous n'avons pas un partenariat assez avancé. Du Mhm. moins, pour certains, nous l'avions jusqu'à récemment. Mais bon, dites la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est des pays avec lesquels il y a déjà des partenariats directs et avec lesquels on peut encore faire évoluer le partenariat. L'Algérie est déjà pays partenaire des BRICS. Elle a financé à hauteur d'un milliard de dollars. La Banque des BRICS, elle est actionnaire dedans. 1,5 milliard. On ne peut pas être plus partenaire que ça. Mhm. On est déjà partenaire. D'accord. Mais moi, je conçois toujours le partenariat en bilatéral avant de le voir en multilatéral. Franchement, hein, ben, avec l'Union européenne, j'avais cette même logique. Avec l'Union européenne, j'étais pas très chaud pour l'accord d'association depuis ses débuts. Et je suis toujours critique vis-à-vis de cet accord d'association, ce qui ne veut pas dire que c'est une position agressive contre les pays européens ou de rejet des pays européens. Mais j'aurais préféré que, quand même, que des pays précis offrant des avantages précis et entrant dans une stratégie précise, bénéficient d'avantages qui ne soient pas généralisés à tout un groupe. Donc, je crois que ce qui est valable chez moi pour l'Union européenne est tout aussi valable pour n'importe quel autre groupe. D'accord. Sauf bien sûr, c'est dans ce groupe-là, on est nous-mêmes impliqués. Si nous étions membres du BRICS, il est tout à fait normal que tout ce qui se décide au BRICS engage tous ses membres. Mais pour un partenariat, et il est tout à fait normal nous avons beaucoup de partenaires historiques et d'avenir dans le BRICS. Pour moi, il est tout à fait normal de discuter avec ces partenaires-là et non pas avec l'ensemble. Alors, comment voyez-vous justement dans ce cadre-là la stratégie de l'Algérie d'adhérer aussi à l'Organisation de coopération de Shanghai, d'être présente au G20 et en même temps au BRICS, dans le groupe des 77. Donc, c'est quand même euh, une position, disons, diplomatique assez importante. Comment voyez-vous le rôle de l'Algérie dans ça et comment elle pourrait profiter justement pour industrialiser le pays, pour propulser son système éducatif, universitaire, de recherche scientifique et de développement technique? L'Algérie est en droit et en devoir aussi d'essayer de figurer dans tous les forums, parce que avant tout, c'est des forums, parce que quand vous me dites le G20 ou les BRICS, jusqu'à présent, il n'y a pas de monnaie commune, il n'y a pas d'économie commune, donc tous ces regroupements économiques et même géopolitiques internationaux, l'Algérie n'étant pratiquement en conflit direct et ouvert avec personne, l'Algérie devrait explorer des voies et moyens de coopérer avec les membres un par un ou même de voir un petit peu ce que ces forums-là peuvent lui offrir. Mais maintenant, pour ce qui est de l'évolution industrielle de l'Algérie, c'est une autre paire de manches. L'évolution industrielle de n'importe quel pays, Algérie ou autre, est tributaire des plans préétablis par les enfants du pays. Quand on sait exactement ce qu'on veut faire, quel genre d'industrie, pour quelle perspective, selon quelle planification, c'est comme construire un édifice. Je vous l'ai dit, moi je reviens toujours à la période des années 70 où on avait la base, la Mhm. transformation primaire, la transformation secondaire, les industries mécaniques lourdes, la machine-outil, après l'industrialisation, et à la fin, l'industrie de consommation de consommables et de produits manufacturés. C'était ça le plan préétabli. Si nous revenons à ce plan pour essayer de ressusciter ce qui peut l'être et de recréer ce qui ne l'est plus, là, nous pouvons discuter avec toutes les parties de justement des voies et moyens et des partenariats possibles pour concrétiser ça. Mais maintenant, on ne va pas chercher sa stratégie dans les divers forums qu'il y a dans le monde. Mhm. Je, Quand je sors de chez moi, de la maison, ce n'est pas pour demander l'avis des gens sur ce que je vais faire à la maison, c'est pour justement demander celui qui peut m'aider à faire ce que moi j'ai décidé de faire à la maison.
C'est D'accord. valable pour tous les pays. Les Occidentaux, ils ont des plans. Tout le monde, les Mhm. grandes puissances ont des plans. Nous avons des plans, nous avions des plans solides. Manifestement, depuis une trentaine d'années, on se perd sur plusieurs pistes. Et c'est valable pour tous les pays de la région aussi. La plupart des pays de la région se perdent sur plusieurs pistes. Des fois, on me dit que dans le voisinage, il y a des gens qui sont bien inscrits dans l'économie mondiale, bien impliqués avec l'Occident, qui ont compris ce que c'est qu'une économie libérale, ce dont je ne disconviens pas, mais ils sont tellement bien connectés qu'à la moindre déconnexion, c'est tout le circuit qui s'éteint. Ouais, ouais, ouais. Je ne veux pas aussi d'un pays où pratiquement 80% des industries, du savoir-faire, des actifs même économiques, des actifs de production appartiennent à d'autres au titre de l'investissement. Parce que ces autres-là, s'ils décident de faire une relocalisation, C'est du fini. jour au lendemain, vous retournez au Moyen Âge. Exactement. Exactement. Ça, c'est une erreur que beaucoup de pays ont faite, hein, même notamment en Afrique. Les pays qu'on présente comme... C'est une erreur qu'on a même nous-mêmes tenté de faire à un moment donné et qu'on nous a présenté comme étant l'attractivité industrielle. Ça Ouais. s'inscrivait même, je vais vous raconter une anecdote, dans le fameux Doing Business. Oui, Et ce truc de Doing Business-là, justement, c'est un appendice de la Banque mondiale. Moi, personnellement, je l'ai écarté du ministère dont j'avais la charge parce que je l'ai envoyé à un organisme consultatif pour éviter justement que cette cellule-là ne puisse engager une structure de l'État, une institution de l'État, dans ses cogitations ou bien dans ses promesses pour améliorer le climat des affaires. Parce que quand les Occidentaux vous disent il faut améliorer le climat des affaires, ils ne vous expliquent pas pour qui, pour quel genre d'affaires. et comment? Et comment? Farhata Italie, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère que nous avons réussi à décortiquer toutes les problématiques directes ou indirectes posées par ce rapport de la Banque mondiale concernant l'économie algérienne, mais aussi toutes les économies africaines en particulier. Alors, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.